le monde, et décrypter le monde, c'est très puissant. On voit des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Asiatiques, machin, etc. On regarde, c'est comme ça qu'on voit le monde. Parce qu'en fait, notre œil a été habitué comme ça, que ça semble évident comme ça, mais ça n'a rien d'évident de voir le monde ainsi, au demeurant. Mais c'est quelque chose de très puissant qui demande, j'allais dire, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion pour revenir dessus. Et évidemment, sur la question de la compromission ou sur la question d'un rapport tordu qui pourrait exister à l'antiracisme, c'est aussi le fait que l'antiracisme, ça ne peut pas être que des mots. Je dis ça par rapport aux politiques. L'antiracisme, ça n'est pas que des mots, ça n'est pas que des postures. Les mots sont importants, parce que selon ce que l'on dit, en fait, les mots, ils ont aussi un caractère performatif. Les mots, c'est aussi porteur de symboles. Et parler comme ceci ou comme cela de tel ou tel groupe dans la société, évidemment, ça a des conséquences majeures. Mais ça ne peut pas être que des mots, parce que le racisme, c'est aussi des actes, c'est des discriminations, par exemple. Et qu'on ne soigne pas simplement les discriminations à travers des mots disant « je suis contre le racisme et je suis contre les discriminations parce que ça n'est pas bien ». À un moment donné, il faut mettre en place des politiques. Et c'est vrai que là, on voit bien comment, trop souvent, les responsables politiques, par refus ou par méconnaissance des sujets aussi, n'ont pas mis en place des politiques suffisamment vigoureuses sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on n'est pas aidé ces dernières années, parce qu'on voit comment la montée en puissance de l'extrême droite ces dernières années, eh bien, ne contribue pas spécialement à rendre les politiques très volontaires pour agir sur ces terrains-là. Mais il me semble que, justement, lorsqu'on est confronté à une force politique qui est totalement opposée à ce que peut porter l'antiracisme en termes d'émancipation et d'égalité. Parce que malgré tous les ripollinages du Rassemblement national, il suffit de regarder le programme de Marine Le Pen pour voir à qui on a affaire. Parce qu'on est quand même sur un programme qui, sur bien des fondamentaux, est le programme de Jean-Marie Le Pen, voire pire, parce qu'elle rentre dans le détail de ce qu'elle ferait. Alors que Jean-Marie Le Pen, bon, quand on regarde ses programmes, c'était quand même pas, j'allais dire, on ne sait pas comment il aurait gouverné. Avec ça, les ministères auraient été bien embêtés. Mais là, on est sur des choses extrêmement précises, de remise en cause de l'égalité entre les citoyens en touchant à la Constitution. Donc on est bien sur quelque chose de totalement contraire à ce que pourrait être évidemment une philosophie antiraciste, et même plus généralement une philosophie républicaine, parce que je rappelle quand même que le droit français est beaucoup vertébré par le concept d'égalité qui a été mis en avant notamment pendant la Révolution française, et ça reste quelque chose qui est très vertébrant du droit français. Eh bien, le Rassemblement national est totalement opposé à cela. Et je pense que les politiques, pour le coup, plutôt que de parler d'antiracisme parfois parce que sur le plan électoral, circonstanciellement, c'est bien d'en parler, etc., il faut mener une bataille culturelle dans ce pays. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi reconquérir des zones et des cerveaux, si je puis dire. C'est qu'à un moment donné, ça n'est pas en se cachant par rapport à des organisations de la société, par rapport à des conceptions de la société, en ayant honte ou en ayant peur de défendre telle ou telle façon de vivre en société, eh bien, que l'on va reconquérir du terrain, parce que, à force de se taire et de reculer, eh bien, eux, ils s'affirment comme étant la force qui, intellectuellement, est légitime. Et quand on voit des responsables politiques courir derrière eux, je pense notamment à Darmanin, avec sa loi immigration qui va arriver, avec tout un discours ces derniers mois sur immigration et délinquance, mais c'est totalement délirant, parce qu'en fait, il y a une règle en politique, c'est que de toute façon, à partir du moment où on accorde à quelqu'un le fait qu'il avait raison, c'est cette personne ou ce groupe qui en tirera les fruits électoraux à moyen terme. Il n'y a pas de contre-exemple, quasiment, et notamment sur ces sujets-là. Et donc, il y a là un jeu extrêmement dangereux qui est porté par certains, parce que je pense qu'on est sur un jeu avec Darmanin, je ne pense pas que philosophiquement il soit raciste. Je pense qu'on est dans du cynisme électoral d'assez bas étage, et ça peut avoir des conséquences majeures, parce que ça vient légitimer un discours du Rassemblement national.
Et d'ailleurs, toujours dans le rapport aux politiques, c'est vrai que ces dernières années, on disait l'antiracisme n'est pas spécialement porté dans beaucoup de programmes politiques, même à gauche. Le fait est que non seulement c'est pas porté, mais en plus, l'antiracisme, je le disais, peut être très facilement caricaturé et bombardé par des gens qui vont même parfois se dire antiracistes, au nom de l'universalisme, de la laïcité. Je pense à toute une série de médias assez conservateurs, on va dire ça comme ça pour être gentil, qui portent ce discours-là et qui, de fait, désarment la population par rapport à l'extrême droite. Parce que si le problème, ça devient l'antiracisme, allez expliquer après aux gens que le problème, c'est le racisme. En fait, c'est très compliqué. Et que pendant très longtemps, on a eu cette... ces mêmes gens, enfin, je pense notamment à quelqu'un comme François-Olivier Gisbert, d'un média, Le Point, qui pendant très longtemps disait « Oui, non mais moi, j'ai cru pendant très longtemps qu'il fallait vraiment être très ferme par rapport au Front National, qu'il fallait les contrer, etc. » Bon, je ne me souviens pas de quelle époque il parle, mais bon, de toute façon, les gens se reconstruisent leur passé comme s'ils avaient été des grands combattants qui n'ont jamais été, mais bon, de toute façon. Mais en fait, on voit que ça ne marche pas. Et c'est des gens qui, depuis 20 ans, expliquent que le problème sont ceux qui luttent contre le Front National. En fait, je ne sais pas si ça ne marchait pas, mais en tout cas, entre 1984 et 2002, le Front National, même en 2002, n'a pas beaucoup évolué. Jean-Marie Le Pen faisait 15% en 88, il faisait 16% en 2002. Par contre, ce que je constate, c'est que sur les dernières années, il a sacrément évolué. Or, c'est ce discours-là qui aujourd'hui est devenu un discours majoritaire. Le discours de « Oh, il faut arrêter de taper sur le Front National ». Donc je ne sais pas si ça marchait très bien avant, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce discours-là, pour le coup, il ne marche pas. Ou en tout cas, il ne marche pas si l'objectif réel est de faire refluer l'extrême droite. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif réel. Je pense même que nous sommes dans des phénomènes d'inquiétude dans toute une partie de la population, et notamment de sa bourgeoisie, qui a beaucoup voté, d'ailleurs, Éric Zemmour, quand même, passage, et que, finalement, je vais dire, cette inquiétude-là, c'est peut-être Marine Le Pen qui en parle le mieux et de la façon la plus propre et la plus nette, sans d'excès trop grossier, d'Éric Zemmour. Bon, voilà, donc je pense qu'on est quand même dans cette difficulté-là aujourd'hui, mais que cette difficulté-là, elle doit commander non pas de se mettre à l'écart du politique, ou que le politique se mette à l'écart de l'antiracisme, mais qu'au contraire, ceux qui militent dans l'antiracisme s'intéressent au politique, et que le politique sache aussi se ressourcer en termes de combat, en termes d'angle d'attaque, auprès de ceux qui mènent des combats antiracistes. Donc encore une fois, je pense qu'il n'y a aucune contradiction. Il y a au contraire quelque chose d'extrêmement complémentaire, parce que lorsqu'on mène des combats dans la société, de toute façon il faut bien des débouchés politiques, sinon on s'épuise dans des combats, et lorsque l'on mène des combats politiques, il faut toujours se nourrir, notamment lorsque l'on veut changer le monde tel qu'il est parce qu'il ne nous convient pas, il faut toujours se nourrir des combats tels qu'ils sont menés, non pas que tous les combats seraient légitimes et que toutes les façons de porter les combats seraient intelligentes ou pertinentes. Et encore une fois, dans l'antiracisme, quand on a vu, nous, émerger toute cette question de l'indigénisme il y a quelques années, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est certainement pas une façon souhaitable de combattre. Et pour moi, d'ailleurs, ça n'est même pas quelque chose qui relèverait de l'antiracisme, parce qu'on est quand même plus proche du racisme inversé que du racisme, au demeurant. Mais, en tout cas, il faut savoir, être attentif aux combats qui sont menés, à ce qui émerge dans la société, à ce que portent aussi les nouvelles générations. Et comme disait Mitterrand après mai 68, la jeunesse n'a pas toujours raison, mais la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. C'est beau, hein? T'as vu? C'est un truc comme ça, tu vois, c'est... Magnifique. On t'a pas fait venir pour rien. Ouais, c'était très intéressant. Merci. Alors vous non plus, vous n'êtes pas venu pour rien, alors c'était intéressant. Voilà, exactement. Non, franchement, et
en plus, ça étaye notre propos au Rassemblement citoyen de Beaucaire, hein, parce qu'on s'inquiète justement du fait que les politiques, on va dire, allez, 70% des politiques beaucairois, je ne parle pas de la mairie bien évidemment, ne se saisissent pas des combats de l'antiracisme pour ne pas perdre un potentiel électorat très potentiel et très hypothétique, pour ne pas vexer un tel et machin, pour ne pas être mal vus, mal considérés. Moralité, d'une part, ils ne sont pas vus du tout, et d'autre part, rien n'avance, rien ne change, et la situation à Beaucaire s'aggrave. Mais s'aggrave nettement quand même. Parce que, moi, c'est mon sentiment personnel, je ne sais pas ce qu'en penseront les autres. Moi, pour moi, je le dis clairement, cette ville est foutue. Bon, bah, on sait voilà. quoi alors bon. C'est On va à Tarascon. c'est mon sentiment, je l'ai dit Tarascon. plusieurs fois, je l'assume. Tarascon est menacé. Tarascon est semblable. En 2026, ils vont basculer à l'extrême droite. Non, il y a des grandes chances. Ce qui se passe... ce qui se passe à Beaucaire se passe quand même peut-être un petit peu de partout. Le racisme, ça a toujours été un nœud dans la société, c'est-à-dire la haine de l'autre, celui que tu ne comprends pas. Mais je pense qu'après la guerre et après ce qui s'était passé, les propos racistes ou les propos haineux n'étaient pas... Les gens ne pouvaient pas les émettre à cause du... Et à partir des années 70, la parole s'est un peu libérée. Cette idée de la différence est revenue dans une grande partie de la population qui l'avait toujours. Hein. On voit ce qui s'est passé pendant les événements d'Algérie, où cette partie de la population qui était raciste, mais qui se prononçait en disant que l'Algérie devait rester française, qu'elle était département française, etc. Ça a toujours existé une grande partie de la population, même dans les milieux ouvriers, d'ailleurs surtout dans les milieux ouvriers. Et depuis les années 70, ça s'est un petit peu libéré. Et ce qui est grave, c'est que les hommes politiques s'en sont emparés et l'ont manipulé. C'est-à-dire, dès le départ, de dire que les propos qui étaient tenus par certains n'étaient pas, relevaient de la justice, hein, et de les laisser dire, parce qu'on est dans une démocratie et les gens peuvent s'exprimer, c'était déjà un faux pas, et après ça a été utilisé. Quand on regarde ces dernières élections, hein, chaque fois revient, pour pas que le FN vienne au pouvoir, il faut qu'il y ait un front d'opposition de gens qui vont aller voter, pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Et pour l'instant, ça tient toujours. Là, mais on voit que ça s'effrite. Alors quand on parle du racisme en France, oui, il y a certainement une partie, un pourcentage assez élevé de gens qui pensent qu'on n'est pas semblable, etc., etc. Mais il y a aussi une grosse manipulation de la part de la politique. Quand on voit quelqu'un comme Macron qui, au premier tour, fait 20 et quelques %, Marine Le Pen fait presque autant que lui, qui, au deuxième tour, fait encore 60%, c'est 40% qui sont venus, mais ces 40%, dont moi je fais partie, n'ont pas voté pour Macron, ont voté contre Madame Le Pen. Le lendemain, quelqu'un comme Macron fait circuler, il n'y a rien à voir, j'ai été élu avec un programme, etc., etc., comme si c'était rien passé, comme s'il n'était pas passé de 20 à près de 60%. Chirac avait fait exactement la même chose, mais si c'était que Chirac, c'était 82% de la population. Alors quand on parle d'un pays qui est raciste, mais où, au cours d'une élection, 82% de la population vont aller voter contre une idée, pour une grande partie, c'est faire une analyse qui est fausse, c'est quelque chose qui est faux et qui est toujours manipulé par
par la politique. Si Marine Le Pen vient au pouvoir, c'est parce qu'une partie des gens qui ont toujours voté contre elle vont s'abstenir. On l'a vu aux législatives, hein, où pour eux, ça devrait être un coup de semonce. Hein, d'ailleurs, comme moi, d'ailleurs, au deuxième tour des législatives, je ne suis pas allé voter. Donc, moralité, le député FN est passé. C'est quelque chose qu'il faut entendre, ça. Avant de dire que la population est raciste, non, une partie de la population est raciste, pour certains, sans trop savoir pourquoi, d'ailleurs. C'est un peu Il y a beaucoup de xénophobie. C'est la haine de l'autre, la haine de la différence. Personne n'a dit la France est raciste. Non, c'est pas ça, mais si de plus en plus on entend, on sous-entendrait que la population devient raciste. Ce qui est pas, ça reflète pas la réalité, je pense On pas. a quand même 4 députés RN dans le Gard. Oui, il y a Anne qui voulait parler. Moi, c'est par rapport à ce que tu dis sur les politiques qui ne bougent pas à Beaucaire. Mais une partie, j'ai pas dit tous. Oui, pas tous, mais en fait, il y en a qui s'en saisissent. Mais par exemple, sur le port, dans les cantines et les crèches, c'est réagir pour Beaucaire, mais ceux qui vont au tribunal, c'est la Ligue des droits de l'homme et les libres penseurs. Et les réagir pour Beaucaire, mais si. Réagir pour Beaucaire. Mais on n'a pas les moyens. Réagir pour Beaucaire est une association, ça n'est pas, ils sont pas opposés. Non, mais c'est pas. Mais c'était réagir pour Beaucaire au départ, et maintenant c'est le. Mais derrière ça, c'est des politiques. La seule chose, c'est que nous, on n'a pas les moyens d'avoir. C'est le Parti communiste, c'est le Parti communiste du Gard. Ce ne sont pas les élus d'opposition. Si je peux me permettre, aucun élu d'opposition ne s'est engagé, à part si Luc Perrin et Charles. Bien sûr. Ils n'ont pas fait de démarche vis-à-vis du tribunal, ils n'ont pas... parce que c'est pas eux. Ce sont les associations. Au tribunal administratif, c'est la LDH, la LDH, la maison des potes, au sujet des cantines. La LDH, la maison des potes, et ça ne peut pas être des politiques, mais derrière ces gens-là, c'est des politiques, et des politiques de... Je ne parlais pas précisément du problème des cantines ou de la crèche. C'est ça le problème, le racisme, quand tu dis que... Non, il n'y a pas que le racisme à Beaucaire, les problèmes ne se limitent pas malheureusement à la crèche et à la cantine. Non, mais quand tu dis les politiques, c'est pas vrai. Je dis qu'environ 80% des politiques ne bougent pas parce qu'ils ne veulent pas perdre leur électorat. Non, c'est pas vrai. Et le vrai problème... Non, nous on nous tourne en ridicule. À chaque fois, avec la crèche, on nous tourne en ridicule continuellement. Et quand Morandini... Attends, Eva. Laisse-moi finir. Morandini, quand il invite Sanchez dans son émission et qu'il n'invite aucune personne de Beaucaire pour lui répondre, et puis qu'ils sont... C'est Morandini. Mais c'est Morandini, ça n'empêche, il n'y a pas normal. Mais sûr que c'est pas normal, mais bon, il va chez Hanouna, c'est pareil. Quand ils ont leur plateau, ils invitent Julien Sanchez. Il y a des sociétaires qui sont là pour soi-disant le contredire, qui ne le contredisent pas ou très peu. Ils n'invitent pas de gens de Beaucaire, ni des politiques, ni des associatifs. Moralité, l'autre, il est sur son plateau, il balance ses mensonges, et ça passe crème. Ouais. Il l'a encore fait cette semaine. Mais quand sous couvert de laïcité, on en revient. Quand il est... Donc, maintenant, c'est parce qu'il Maintenant, c'est parce qu'il n'a plus d'argent. Voilà. Sous couvert de laïcité. Sur quoi? Sur le port? Voilà, il impose le port, puisque on ne doit pas avoir une préférence, une religion plus qu'une autre, voilà. Ça ne fonctionne pas, donc maintenant son dernier argument, c'est que la mairie n'a pas les moyens de mettre en place un self. De diversifier les repas et de mettre en place un self. Très bien, c'est self. Voilà. La première fois qu'il a été élu, Sanchez, il n'était pas connu. Il s'est présenté ici sans aucun programme, sans démarcher rien du tout, simplement en prononçant
les deux lettres, les mots FN, c'est tout. C'est tout. Comme disait Dubois, on aurait mis à une pancarte FN à une chèvre, ils auraient voté pour la chèvre. Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'il a été élu sans avoir à prononcer une parole. C'est-à-dire que cette adhésion... Oui, excuse-moi pour les chèvres. Non, je suis pas défenseur des chèvres. Non, parce que ça me fait penser à... Bon, on discutera après. Donc, il y avait donc ce terreau de gens qui étaient... D'ailleurs, tu te demandes pourquoi ils adhèrent, quel est le fond, pourquoi ils adhèrent à ce parti. Et continue, le FN continue comme ça, tout au moins à Beaucaire. Il n'a pas besoin d'émettre aucune idée politique particulière pour avoir cette adhésion. Mais à part que, en fait, le FN émet des idées politiques, parce que, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas de programme qu'il n'y a pas d'idées politiques, parce que, en fait, le FN, ça renvoie très clairement aux gens à une certaine représentation du monde. Et que c'est ce qui manque souvent aux autres partis. C'est qu'aujourd'hui, si on vote pour tel ou tel parti, comment dire, de gauche, c'est quelle représentation du monde? Est-ce que c'est si clair que ça? Et je pense que le FN, depuis des années, travaille une représentation du monde. Nous sommes mis en danger par l'extérieur, quelle que soit la façon dont cet extérieur va être défini. Bon, en même temps, c'est c'est de la vieille, c'est des vieilles soupes, hein, évidemment. Et nous sommes ceux qui allons vous protéger de cet extérieur menaçant. La question, c'est que souvent, j'allais dire, les discours qui sont en face ne sont pas des discours qui représentent clairement quelque chose d'alternatif. Parce que, en fait, c'est bien d'être en contre des autres, mais c'est surtout bien d'avoir sa propre vision du monde et que l'autre soit obligé de répondre par rapport à ce que nous, on pose dans le débat. Et que je pense qu'il y a une panne des partis, parce que Sanchez, s'il vient, pourquoi l'étiquette FN, elle fait adhésion chez les gens? Pourquoi il y a un vote? C'est parce que pour les gens, ça représente quelque chose. C'est que les gens ont une idée derrière la tête. Ils ne votent pas FN comme ça en disant, tiens, j'aime bien les lettres F et N, et je vais voter pour ce parti. Ou parce que Sanchez a une belle gueule. S'ils votent pour cela, c'est parce qu'à un moment donné, pour eux, ça renvoie à quelque chose qui fait écho et qui réussit avec un certain succès à mettre en ordre leurs expériences du quotidien. Oui, effectivement, moi j'ai peur que, ok, il y a dans les petits villages où on dit il n'y a pas un arabe, pas un noir, ils votent FN. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont peur qu'ils arrivent. Donc en fait, il y a une cohérence. Les gens, ils ont toujours une bonne raison, de leur point de vue, d'agir comme ils agissent. La question, c'est plutôt, et c'est là où il y a un problème parfois dans les autres partis politiques, et on le voit sur l'immigration notamment, plutôt que de proposer quelque chose d'autre, une autre représentation du monde, on dit non, vous avez raison, mais nous, on va vous protéger aussi. Et on voit, par exemple, le débat sur l'immigration est très intéressant. Ça fait des années qu'il est évident dans beaucoup de secteurs politiques en France que quand même, il ne faut pas régulariser parce qu'il va y avoir un appel d'air. Qu'est-ce que c'est que cette vision qui n'existe pas? L'appel d'air, ça n'a jamais existé. Par contre, on irait interroger beaucoup de gens qui font de la politique sur la question de l'appel d'air. Je pense, oui, c'est vrai quand même, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été prouvé nulle part. Toutes les enquêtes qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas d'appel d'air. Et que ce n'est pas parce qu'on régularise des gens à un moment donné qu'il va y avoir un afflux massif de personnes qui vont arriver derrière. C'est pas ça qui commandite les flux migratoires. C'est commandité par le fait d'avoir une diaspora déjà présente ici, par les perspectives d'emploi. Bon voilà, les gens en 2015-2016, ils sont allés en Allemagne. Bon, je ne sais pas si les Syriens, ils n'aimaient pas spécialement l'Allemagne, ils savaient qu'il y avait des emplois là-bas en Allemagne, ils sont allés en Allemagne. Si des Turcs veulent quitter la Turquie, ils vont aller en Allemagne. Si c'est des Maliens, ils vont plutôt venir en France. Bon, voilà, c'est ça la vie de l'immigration. Mais il y a une absence de fermeté, j'allais dire, sur la vision du monde de la part des autres partis, me semble-t-il, qui fait que finalement, c'est comme si une partie, en tout cas pas tous, mais des autres partis disaient, en fait, c'est pas que le RN a tort, mais quand même il y va un peu fort. À partir du moment où on adopte même partiellement la vision du monde de l'autre, c'est très compliqué parce qu'on est toujours en train
de devoir s'excuser de ne pas en faire assez sur le sujet. En disant ouais vous n'avez pas tort mais quand même nos principes ne nous permettent pas de faire ça. Non, c'est pas que vous n'avez pas tort, vous avez tort, c'est pas ça la vision du monde. Le monde c'est autre chose, ça ne fonctionne pas comme ça et ça n'est pas comme ça qu'on peut décrypter le monde. Et tant qu'il n'y a pas quelque chose de l'affirmation d'alternatif, non pas que quand le RN dit quelque chose, si le RN dit 2 et 2 font 4, ok, bah ils ont dit 2 et 2 font 4, très bien, c'est pas ça le sujet. Mais sur la vision du monde, il y a quelque chose qui est profondément déconnant il me semble, sur l'incapacité de beaucoup de partis à offrir une vision du monde qui soit cohérente, qui soit alternative, qui ne se mette pas dans une forme, qui ne se mette pas à la remorque de la vision du monde des autres, qui est une vision du monde de toute façon qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, dont on voit bien ce qu'elle structure dans la société de mise à distance, de discrimination, de violence symbolique ou réelle, parce que par ailleurs, il n'y a aucune illusion à avoir sur ce qu'est ce camp politique. Je dis souvent, l'extrême droite, à la fin, c'est le crime, de toute façon. Alors, pas ici, évidemment, très bien. Mais là, ah bah oui, regardez Mélanie. Mélanie, proprette pour l'instant sur elle. Effectivement, on peut aller en Italie, j'allais dire, on ne fait pas la chasse aux juifs et aux noirs dans les rues. Bon. Mais si Marine Le Pen arrive au pouvoir, je pense que Mélanie et Marine Le Pen, elles vont commencer à parler autrement aux autres pays. Ah, parce que la Mélanie, bah, okay, elle est isolée, on dirait propre sur elle. Propre sur elle. Le jour où avec Orban, tac, 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 etc., là ce sera une autre paire de manches, et là on aura un autre discours. Alors évidemment c'est toujours compliqué, parce que comme ils sont propres sur eux, entre guillemets, ou comme on les voit propres sur eux, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas, parce que quand on décrypte, c'est quand même très très sale. Bah, de fait, ça demande aussi de transmettre l'histoire, de transmettre de l'analyse politique, ce qui n'est pas évident, parce que c'est vrai qu'il faut trouver les espaces pour cela, et que les espaces aujourd'hui, ils sont très déstructurés. D'ailleurs, toi, Laure, tu disais tout à l'heure, les partis ici, ou les politiques sur Beaucaire ne réagissent pas assez. Mais en fait, même pour des politiques, c'est très dur de réagir quand on est isolé. Parce qu'en fait, c'est dur de réfléchir tout seul. Quand on a la tête dans le guidon, lorsqu'on est plongé dans quelque chose, c'est pas évident. Et la force, parfois, elle vient aussi du fait que de l'extérieur, on est quelqu'un, je sais pas, socialiste ou communiste ici, on est aussi fort et on tient parce qu'on appartient à une grande famille perceptible, qui a des forces ailleurs, etc., et qu'on est porté par quelque chose. Et c'est aussi comme la difficulté des partis aujourd'hui, d'être porteur de souffle, d'un mouvement qui fait que même quand on est dans une situation où on est minoritaire, où on est j'allais dire, acculé, on tient parce qu'en fait, on prend aussi de la force, j'allais dire, dans la famille à laquelle on appartient. Ces familles aujourd'hui sont quand même très très éclatées. Enfin, moi je le vois dans le, comment dire, j'allais dire à gauche par exemple. Moi je constate depuis des années comment les écosystèmes se sont délités. En fait, ça s'est délité. On a beaucoup plus de gens qui sont suspendus en l'air ou sur leur territoire, mais avec une difficulté à faire connexion avec les autres groupes, avec les autres territoires, avec une histoire commune. Ça c'est très compliqué parce que plus on est isolé, plus évidemment la résistance à l'adversité, elle devient compliquée, et plus même le fait de penser, de réfléchir, même d'organiser des choses, ça devient extrêmement dur. Donc il y a aussi ça à prendre en considération, et comment on retricote des écosystèmes militants sur son territoire, avec les autres territoires, et ça c'est un travail pour les gens qui sont localement ancrés, un travail de fourmi, et pour ceux qui sont dans des situations qui sont davantage directionnelles, d'être aussi conscients qu'en fait il y a un problème de discours, il y a un problème de représentation du monde. Les représentations du monde, en fait, elles ne sont pas suffisamment partagées, peut-être parce qu'elles n'existent pas trop, qu'elles ne sont pas assez performantes, qu'elles ne sont pas assez travaillées, et c'est aussi ce qui explique, comme souvent d'ailleurs, la montée des extrêmes droites. Enfin, ça contribue, ça explique pas simplement. Il y a aussi tout ce qui, une partie du fonctionnement social qui est un moteur là-dedans. On assimile la pauvreté. On voit par exemple, quand les gens parlent des ghettos,